Bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. À l'heure où Israël annonce la création de 3 groupes de travail avec le Liban, en coordination avec les États-Unis, son armée poursuit ses escalades militaires au Liban Sud, ouvrant le feu sur des fermiers et des ouvriers dans les vergers de Sourda et élevant des bernes de terre à la périphérie de la ville d'Ormeish. Les forces israéliennes ont également effectué un large balayage à la mitrailleuse sur la colline de Hamames dans le district de Marjayoun. Des drones ont survolé le mont Liban, Beyrouth, la banlieue et le sud. En parallèle, de nouvelles négociations ont été entamées entre le gouvernement libanais et le Fonds monétaire international, une étape cruciale pour mettre le pays sur la voie du redressement financier. Les discussions visent à conclure un accord préliminaire qui ouvre la voie à la mise en œuvre des réformes financières et économiques nécessaires en prévision d'un accord final qui va permettre au Liban de recevoir des prêts du FMI, ce qui contribue à relancer son économie en difficulté. Plus de 1300 civils, en majorité issus de la communauté alawite, ont été massacrés ces derniers jours dans l'ouest de la Syrie. Des témoignages bouleversants font état d'exécutions de masse, notamment dans la région de Latakia. Alors que le gouvernement syrien promet de poursuivre les responsables, la situation reste floue quant à l'identité des auteurs de ces massacres. La commission d'enquête mandatée par le gouvernement syrien intérimaire a promis de faire toute la lumière sur les violences qui ont coûté la vie à plus de 1300 civils dans l'ouest du pays. Parallèlement, l'ONU demande une enquête indépendante. Lors d'une conférence de presse tenue à Damas, le porte-parole de la commission d'enquête Yasser Al-Farhan a réaffirmé la détermination des nouvelles autorités syriennes à faire justice et à prévenir les représailles extrajudiciaires. Le président par intérim Ahmed Al-Shara avait formé cette commission d'enquête dite indépendante qui devra rendre ses conclusions dans un délai de 30 jours. Les suspects seront déférés devant la justice militaire. Les rebelles Houthis du Yémen ont annoncé qu'ils allaient reprendre leurs attaques contre les navires liés à Israël. Cette décision intervient après l'expiration de leur ultimatum concernant l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Dans un communiqué officiel diffusé depuis Sanaa, le porte-parole des Houthis a déclaré que le mouvement reprendrait ses opérations militaires contre tous les navires israéliens ou liés à Israël dans la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden et la mer d'Arabie. Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont lancé des dizaines de missiles et de drones contre Israël et contre des navires de ses alliés. Israël a affirmé que toute menace contre ses navires ou ses intérêts sera traitée avec une réponse militaire appropriée. Les attaques des Houthis avaient cessé après l'entrée en vigueur d'une trêve fragile à Gaza le 19 janvier dernier. Mais la situation s'est dégradée après qu'Israël a annoncé le 2 mars le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, invoquant des désaccords avec le Hamas. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade en mer Rouge. La crainte est que la reprise des attaques Houthis menace le commerce maritime mondial et provoque une intervention militaire accrue dans la région. Dans un climat de tension diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, une lettre du président américain Donald Trump adressée aux dirigeants iraniens devrait bientôt être remise par un pays arabe. Cette démarche inattendue intervient alors que les relations entre Téhéran et Washington restent glaciales dans un contexte de sanctions économiques et de tensions militaires croissantes. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a confirmé que l'Iran s'apprête à recevoir une lettre du président américain Donald Trump par l'intermédiaire d'un pays arabe sans préciser lequel.
Oman est un partenaire neutre dans la région, ce qui en fait un canal idéal pour transmettre ce type de message confidentiel selon les avis des analystes. Mais cette lettre de Trump intervient dans un climat de défiance extrême. En 2018, le président américain s'était retiré unilatéralement de l'accord international sur le nucléaire iranien, qualifié de pire accord jamais négocié par son prédécesseur Barack Obama. En réponse à ce traité, Téhéran a progressivement abandonné ses engagements, relançant son programme d'enrichissement d'uranium et multipliant les essais de missiles balistiques. Les sanctions américaines ont eu un impact dévastateur sur l'économie iranienne. L'inflation dépasse 36% par an, la monnaie iranienne est à son plus bas niveau historique face au dollar et la population est confrontée à une crise sociale sans précédent. La lettre de Donald Trump représente une opportunité fragile, mais si l'Iran accepte le dialogue, cela pourrait ouvrir la voie à une détente dans la région. Moscou a annoncé attendre officiellement la proposition de cessez-le-feu de 30 jours émise par Washington et acceptée par Kiev. Une initiative diplomatique qui pourrait ouvrir la voie à une désescalade après plus de 3 ans de guerre dévastatrice. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la Russie attend une communication officielle de Washington concernant cette proposition de trêve. Un appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine est envisagé dans un délai court. Le président américain Donald Trump a confirmé qu'il s'entretiendra avec Vladimir Poutine cette semaine. Mardi à Jeddah en Arabie Saoudite, les discussions entre représentants américains et ukrainiens ont permis de poser les bases d'un cessez-le-feu temporaire. Kiev a accepté la proposition alors que les combats se poursuivent. L'Union européenne a salué l'initiative, appelant Moscou à y répondre positivement. Dans ce contexte, Washington a annoncé la reprise immédiate de l'aide militaire à l'Ukraine après l'avoir suspendue suite à l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky fin février. Et voici une information concernant la Coupe du Monde 2034. Après la désignation officielle de l'Arabie saoudite comme pays hôte, l'Égypte a demandé le droit d'accueillir plusieurs matchs de la phase de groupe. Une demande qui, si acceptée, marquera un retour historique pour le football égyptien. L'Égypte deviendrait le premier pays africain à accueillir une partie de la Coupe du Monde depuis 2010 en Afrique du Sud et le 3e pays arabe à accueillir une Coupe du Monde après le Qatar en 2022 et le Maroc, co-organisateur avec l'Espagne et le Portugal en 2030. L'Égypte a été la première nation africaine à participer à une Coupe du Monde lors de l'édition de 1934 en Italie. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.